Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, on vous fait un place au débat qui était un immanquable. Ça faisait déjà quelques temps que c'était dans le béton qu'on allait en parler avant cet enregistrement du lundi soir classique. D'ailleurs, on est dans les temps, ce qui est un beau miracle, on pourrait le mentionner, mais Gab est dans une phase d'études assez significative pour une date de certification que plusieurs connaissent. Donc, on travaille fort, mais on respecte notre engagement du lundi, ce qui est une bonne chose. Donc, place au débat en première partie. Et en deuxième partie, l'instant économie qu'on ressort d'ailleurs de très loin. On n'a pas fait beaucoup de sujets de type l'instant économie dernièrement, mais quelque chose de plutôt intéressant. Le trame, encore une fois, là, il y aura des discussions un peu politiques, malgré le fait que c'est l'instant économie. Là, vous allez voir, là, j'ai beaucoup à dire là-dessus, mais un épisode qui va être, pour la vie, fort intéressant, sachant qu'on va être un peu en première partie dans le débat et en deuxième partie dans l'économie et le mix de débat, très loin là, du volet des marchés financiers, mais je pense, Gab, que le disclaimer là, au niveau de nos opinions personnelles là, se veut assez critique pour aujourd'hui. Ouais, d'ailleurs, ça va être une des premières fois dans le podcast où on va pas faire de disclaimer propre à en parler marché, en tout cas pour cet épisode-là. Mais évidemment, n'oubliez pas que tout ce qu'on parle dans le podcast, c'est que notre opinion personnelle, c'est pas déjà une vérité juridique, hein. On vous invite toujours à vous renseigner, faire votre propre opinion, puis à rester respectueux aussi dans les commentaires, puisqu'on va parler aussi de sujets plus sensibles, politico-économiques, etc. Puis peut-être de lire, vous renseigner aussi par vous-même à côté, puis de vous faire votre propre opinion. Je pense que c'est le plus important. Euh, J'espère en tout cas que le sujet va bien se passer, puisque d'ailleurs on va parler de deux débats, parce que bon, ça va être un instant économie, mais un peu place au débat quand même. Vous allez voir un peu, les deux sujets vont être centrés sur l'actualité. Donc n'hésitez pas aussi à nous partager vos idées, vos commentaires, etc. Justement dans l'espace qui est réservé. Ça nous fera plaisir de vous lire, puis d'en savoir un peu plus aussi sur c'est quoi votre sentiment par rapport à ces deux sujets, ces deux actualités-là. Exact. Donc, lançons l'épisode en force avec le premier segment, le place au débat. Parfait. Donc, je l'ai mentionné, là, on ne pouvait pas vraiment passer à côté. Là, c'est une nouvelle qui est sortie publiquement et qui a fait beaucoup de bruit. On voulait parler là, de Prigogine. On avait déjà fait un topo là, 2 mois, là, presque jour pour jour. C'était en fait mercredi. Là, si je ne me trompe pas, le jour pour jour du 2 mois depuis sa tentative de coup militaire. Bon, il y a des astérix à mettre un peu là-dessus, là, à savoir bon, quel était le fondement réel qu'il voulait faire, etc. On l'avait très bien détaillé, puis plusieurs autres excellents articles, excellents podcasts avaient aussi essayé de résumer la situation là, au fur et à mesure que ça se produisait. Mais mercredi de la semaine passée, là, officiellement, on a vu sortir dans les nouvelles de manière assez fulgurante, là, et c'est peut-être un des points qu'on parlera dans le place au débat, là, plutôt rare pour la Russie d'avoir autant d'images en direct et de sorties publiques là, partout à travers le monde et de rendre disponibles des images d'un crash d'avion. Là. Donc l'avion Embraer privé là, de Prigogine qui inclut également, je pense au total, c'était 10 personnes qui étaient à bord. Les 10 personnes sont malheureusement décédées, incluant Prigogine. Ça a été confirmé dimanche, donc hier, là, par des analyses médico-légales, là, à savoir que bon, c'était effectivement Prigogine qui était décédé, entre autres, et bon, tous ces comparses. Mais ce qui est important à noter, c'est bon, oui, il y a quand même un certain doute sur la cause de cet écrasement-là. Là. Il y a un peu anguille sous roche avec le mois jour pour jour après la tentative de coup. On sait également qu'entre-temps, entre ce coup-là et justement l'écrasement de l'avion, il y a eu beaucoup de choses qui se sont produites liées à Wagner et même des choses qui n'ont pas été tant publicisées. Donc ça, on va essayer de mettre un petit peu en lumière aussi là, comment ces 2 derniers mois se sont produits là, pour la mainmise que Prigogine pouvait avoir à la fois sur les capacités de Wagner d'opérer, mais également sur la suite des choses. Je pense aussi, c'est important de noter, là, c'est non seulement Prigogine est décédé, mais également une bonne partie de sa garde rapprochée. Là. Ce n'était pas seulement lui qui était ciblé en quelque sorte. Là. C'est vraiment toute la tête et même ses successeurs au final au niveau de Wagner qui sont décédés d'une certaine manière. Là. Donc, on se retrouve avec un groupe paramilitaire qui est toujours en place, qui a toujours un certain lien un peu curieux et lugubre là, avec la Biélorussie là, depuis le coup d'État et les conséquences qui s'en sont suivies, ou du moins les décisions là, que Poutine a mis en place à ce moment-là. Donc,
On a un Wagner qui continue d'opérer également sur le continent africain. Mais on voit effectivement là, beaucoup de doutes se tramer et en fait aussi une logique de dire ben, un opposant qui était notoire à Poutine est décédé dans des causes un peu curieuses. On parle de bombes, on parle de est-ce que c'était un missile sol-air, etc. Donc il y a plusieurs sources possibles. Étonnamment, comme on l'a dit, les images sont sorties très vite. La cause, par contre, n'est soudainement pas très très publique, ce qui est plutôt un classique là, de Poutine voulait montrer au monde entier et même à la Russie et à ses opposants là, sa capacité à gérer ses problèmes et à maintenir son rôle de dictateur et sa main de fer sur la Russie. Là. Je pense que ça, c'est assez évident dans cette situation-là, mais on se retrouve avec, bon, encore une fois, un drame, là, ça reste des pertes de vie humaines, mais aussi là, juste une continuité de ben, chaque opposant de Poutine. Et lorsque Poutine sent qu'il perd un peu de contrôle au niveau de son pouvoir, ben, soit il s'attaque à ses opposants politiques, c'était le cas avec Navalny, toujours en vie mais emprisonné, mais c'est une tentative également d'assassinat qui a eu lieu là, par de produits chimiques. Prigojine qui est décédé maintenant, plusieurs personnes également qui étaient autour de Poutine au Kremlin qui ont même été congédiées, même avant ce mercredi, là, avant l'écrasement d'avion là, et cette attaque directe avec la capacité de Wagner d'opérer. Donc, on observe encore une fois là, un certain remplacement ou un certain retour complet là, de Poutine au niveau de sa volonté d'être seul au pouvoir, et même il l'était déjà, là, mais de dissimer tout doute. Et c'est de voir maintenant, est-ce que Poutine en sort plus fort, en sort plus faible, quel est l'impact sur l'invasion au niveau de l'Ukraine, quel est l'impact également sur les autres pays qui recouraient d'une certaine manière aux forces de Wagner, souvent des pays d'ailleurs qui étaient à la fois convoités par Wagner, mais qui aussi avaient certains intérêts pour la Russie et pour l'armée russe, qui depuis la tentative de coup d'État se retrouvait avec une opposition entre Chengdu et l'armée russe et les mercenaires de Wagner. Donc, curieux. On rappellera encore une fois que Prigojine était un opposant de Poutine, mais était aussi un mercenaire là, et un criminel et quelqu'un qui a fait quand même beaucoup d'atrocités dans sa vie. Là. Donc, c'est sûr que c'est à prendre avec un grain de sel. Il ne faut pas l'oublier non plus et nécessairement juste mentionner son décès et à quel point Poutine est méchant. Là. C'est sûr que c'est effectivement tout parti lié à cette situation-là n'avait pas les mains complètement nettes, mais je pense que c'est important d'en noter et de soulever justement là, la boucle qui s'est bouclée là-dessus et d'essayer de projeter la suite. Là. Ouais, bah, je pense qu'on s'y attendait en fait. C'est ça qui est particulier en fait avec la situation, avec la mort de Prigojine là. Donc, euh, on s'y attendait un peu. On se disait bon, combien de temps ça va durer, combien de temps il va rester en vie, parce que on sait que Poutine ne pardonne jamais. Hein. J'écoutais un podcast. Apparemment, c'est en tout cas dans son schéma de pensée, de ne jamais pardonner la traîtrise, en tout cas envers la Russie, en fait, donc en gros envers lui, en fait, plus ça. Alors, moi, c'est sûr que c'est toujours un sujet compliqué aussi à parler de Prigojine, parce que, comme tu l'as dit, JP, c'est une figure controversée, parce qu'on pourrait dire, oui, bah, c'est un opposant à Poutine. Pas vraiment, c'est quand même le chef, quasiment un oligarque très haut placé, puisque il a fait fortune dans les années 90, on le sait. Je crois qu'on en avait parlé la dernière fois, là, qu'on avait fait un sujet sur le groupe Wagner, là, mais il a fait fortune, non pas dans la milice privée, mais dans les selfs, en fait, de l'armée russe, en fait, dans un groupe qui s'appelle Concorde Catering. Et il est devenu en fait milliardaire grâce à ça. Sa fortune est assez dure aujourd'hui à estimer, mais on a vu dans quelle opulence il vivait après l'opération, en tout cas le coup d'État manqué il y a 2 mois, là, donc la tentative abortée, etc., qu'on sait le résultat que ça a donné, là, qui a été certains diront que ça a été un fiasco, d'autres diront que c'est un coup monté, etc. C'est toujours très dur hein, en Russie de savoir qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui est intenté, etc. Mais on a de forts doutes effectivement que effectivement c'est le pouvoir russe qui l'aurait flingué. D'ailleurs, les chancelleries occidentales se sont pas manquées d'aller se moquer justement de l'attitude du Kremlin. On sait ce qui avait arrivé, tu l'avais bien soulevé à Navalny qui avait été empoisonné. D'ailleurs, c'était assez drôle, mais dans son slip, là, je crois que c'était assez, enfin, la méthode d'exécution était assez sauvage. Puis d'ailleurs, il avait réussi à interviewer les gens qui avaient tenté de l'empoisonner, donc assez ironique. On a vu ce qui était arrivé aux anciens opposants. Malheureusement, je me souviens plus de leur nom. Vous me corrigerez dans les commentaires, là. Donc,
celui qui s'était fait flinguer sur le pont à côté de Moscou, là, donc comme par hasard, en pleine nuit, il se fait flinguer. T'as eu l'autre t'as eu évidemment tous les oligarques puissants début 2000, en fait, juste après l'arrivée de Poutine, qui pareil, se sont fait flinguer, notamment tous les Russes qui habitent en Angleterre. On sait qu'il y avait aussi le fameux espion russe qui avait été tué au Novichok. Donc, en gros, Poutine, c'est sa méthode. On sait que il a tendance à éliminer ses opposants et essayer de trouver des rationalisations en trouvant un faux coupable parmi des gugus qui sont là. Je me souviens particulièrement de l'affaire Christophe de Margerie. Je ne sais pas si ça te dit quelque chose, JP, là, mais c'était l'ancien patron de Total, d'ailleurs, qui avait une bouille assez rigolote. Il faisait vraiment gaulois, pour le coup, avec une belle moustache, etc. Et il s'était fait, comme par hasard, accident d'avion alors qu'il était 2 heures avant avec Poutine à négocier au Kremlin. Il prend son jet et comme par hasard, il y a un type le type pour déblayer la neige à l'aéroport qui fonce sur l'avion et qui était sous. Et il a fait même pas 6 mois de prison puis il a été gracié. Donc on suspecte très fortement effectivement qu'il a été flingué par le Kremlin. Donc c'est malheureusement en fait le début d'une série en fait. Qui ne va faire que de se continuer. On avait vu d'ailleurs même des généraux depuis l'invasion, l'opération militaire spéciale, comme on dirait en Russie, là, qui se sont fait flinguer. Il n'y a jamais eu autant de morts dans l'armée ou des dépressions, des suicides, etc. Qui en fait sont des méthodes un peu à la soviétique, en fait, comme le faisait le KGB, où bizarrement du jour au lendemain, tu avais quelqu'un qui disparaissait, etc. Donc pour le moment, on n'a pas encore de confirmation sur la façon dont l'avion a été abattu. Il est fort probable, au vu des images qu'on a vues, là, puis là je me base encore une fois sur le grand, le magnifique Xavier Titelman. Euh, Selon les images qu'on voit, on voit que l'aile en fait s'est séparée complètement de l'avion. Or, c'est extrêmement rare qu'une aile d'avion se sépare comme ça d'un avion. Donc il y a deux probabilités en fait. Au niveau des images, on voit une espèce de trace d'explosion. Il y a deux scénarios. Scénario 1, c'est le scénario du missile sol-air. Ce qui est assez ironique en plus, c'est que la trace de l'avion partait de Moscou jusqu'à Saint-Pétersbourg et l'avion a été abattu à quelques kilomètres seulement d'une résidence d'une datcha appartenant au roulement de tambour, et Vladimir Poutine, comme par hasard. Scénario 2, scénario que privilégient les enquêteurs russes, parce qu'ils ont dit oui, on va faire une enquête indépendante. Bon, on sait ce que ça vaut, évidemment, puisque d'habitude, on mène toujours des experts d'un autre pays pour valider, effectivement, attester, avoir un point de vue neutre, évidemment, sur un accident aérien. Deuxième scénario, c'est la bombe. D'ailleurs, il semblerait qu'il y a un mécano qui avait fait des modifications dans l'avion avant, selon l'enquête russe qui a été dépêchée. Donc, pour le moment, on ne sait pas exactement, en fait, encore une fois, la cause de l'explosion, du crash de cet avion-là, mais il semble très probablement que c'est pas une erreur humaine, par exemple une erreur de pilotage. Ça paraît trop en plus absurde pour un avion qui était en bon entretien. Je crois qu'il avait même pas 15 ans cet avion-là, donc ce qui est relativement jeune hein, pour un avion qui... ces avions-là, qui sont des jets privés, ont à peu près une espérance de vie, je sais pas quel est le terme utilisé d'habitude, là, mais d'environ, je crois, c'est une quarantaine d'années, donc... il avait 15 ans, il venait d'être révisé, donc il est très peu probable qu'une panne mécanique, etc., soit à l'origine du crash. D'ailleurs, la trace de l'avion voit vraiment un arrêt brusque, on va dire, de l'explosion en vol. Et on n'a encore pas d'informations, à proprement parler, sur précisément c'est quoi le type d'explosif qui a été employé. Certains experts militaires disent que ce sont des missiles solaires qui ont déjà été utilisés. D'autres disent, comme je te l'ai dit, l'hypothèse de la bombe, là, mais bon, l'hypothèse humaine, comment dire, ou de l'explosion volontaire en vol de cet avion-là, semble être l'hypothèse privilégiée, en tout cas par les chancelleries occidentales. Et la question est de savoir, bon, bah aujourd'hui, que va devenir l'empire de Prigojine, parce que c'est vrai puis peut-être que je te laisserai continuer de JP, là, mais son empire n'est pas limité à, comme je te dis, les selfs de l'armée en Russie ou évidemment la milice Wagner. Il y a tout un empire de compagnies qui sont essentielles en fait au Kremlin. Donc surtout dans une perspective, on va dire, où le Kremlin essaie de se diversifier au niveau de ses relations stratégiques, etc. Donc ça va être assez intéressant de suivre évidemment ça là-dessus. Puis
peut-être, je sais pas si tu avais d'autres commentaires ou d'autres points à rajouter, JP. Ouais, ben, tu sais, je pense un des points qui est à noter, c'est de ramener ça un peu sur Wagner. On en parlait, le Loukachenko qui dit bon, qu'il va utiliser de cette milice-là directement liés en fait à des besoins liés à la Biélorussie. Même Poutine avait déjà parlé, puis il a mis en place le fait que les mercenaires indépendants de l'armée russe devaient maintenant prêter allégeance à l'armée russe. Donc ça inclut également tout le monde qui est encore sous, en bon anglais, le payroll de Wagner. Puis un des points qui est important à noter, c'est, tu le mentionnais, l'avion est en bon état. Je veux dire, tout récemment, dans les 2 derniers mois, Prigojine faisait des vols un peu à travers le monde, dont avec cet avion-là, dont en Afrique, là, on en parlait. Il y avait un peu il essayait de subvenir à son existence. Ça a été vraiment majeur, qu'est-ce qui s'est produit. Il n'a pas été gracié là, après la tentative de coup d'État du tout. Là. Il y a réellement eu des risques et des restrictions qui ont eu lieu sur sa capacité d'opérer Wagner et de continuer à tirer profit de Wagner. On sait que Wagner obtenait de l'argent de l'armée russe, en fait de la Russie, du Kremlin en quantité assez énorme, mais le contrat, on en parlait, je pense, dans l'autre épisode, était à terme. La manière dont Wagner se finançait présentement, il y avait beaucoup de gains liés aux diamants en Afrique, liés même à des paiements en or, je pense, d'autres milices là, ou d'autres groupes militaires en Afrique. Donc, Prigojine faisait beaucoup de vols et essayait vraiment de maintenir Wagner comme étant ce qui était son pesant d'or. Tu disais, il y avait d'autres compagnies, mais je pense qu'avec la tombée de la majorité de son état-major de Wagner, c'est assez évident que Poutine va avoir la capacité de pouvoir récupérer l'empire global, soit de dissoudre Wagner, parce que je pense pas qu'il y a un intérêt assez élevé. Poutine voulait réellement amener ces miliciens-là, du moins ceux qui étaient en état de se battre et qui voulaient suivre l'armée russe, là, voulait les ramener sous l'égide de l'armée. Pour ce qui est du reste, je pense que c'est plutôt facile. Poutine, techniquement, je crois, a toujours eu la croyance que c'était lui qui avait permis aux oligarques de se développer et de faire fortune. Donc, à mon avis, il va juste dire que c'est redevable à lui. Il va soit garder ça sous son fief et sous sa richesse, ou bien transférer à quelqu'un d'autre. Donc, je pense que malheureusement, c'est un peu là, mais Prigojine, ou heureusement, là, encore une fois, tout dépendant du point de vue également sur l'individu, là, il va être rayé de l'histoire à peu près assez rapidement au niveau de la dictature de Poutine et de la Russie. Ça ne sera pas très très long, alors qu'on se souvient dans toute l'invasion de l'Ukraine, je veux dire, ces hommes et même lui ont été envoyés en première ligne et il a quand même contribué beaucoup à la cause de Poutine pour finalement faire un faux pas. Et Poutine l'a mentionné, il disait que ça avait été quelqu'un qui avait été une bonne personne ou un bon russe, peu importe, mais qui avait beaucoup d'erreurs. Donc on voit clairement qu'il y avait une problématique. Et je pense que c'est un peu ça qui est triste, c'est une autre personne, une autre personne qui, tu disais, n'était pas nécessairement un opposant à Poutine de toujours du tout, mais qui présentement était clairement vu comme étant un opposant de Poutine qui tombe, qui va être la suite, mais ça fait juste, à mon avis, renforcer le fait que Poutine n'a pas peur de rien et que, est-ce que ça va réellement montrer un intérêt pour quelqu'un d'autre de faire une tentative de coup d'État, un peu comme ce que Prigojine avait tenté. C'est sûr que ça aide quand même à réduire le risque qu'un Russe va tenter de le faire. Et je pense que, tu le disais, la Clairement. majorité des pays occidentaux étaient en mode, écoute, c'était prévu. Puis on passe à autre chose, malheureusement. On n'aura jamais la vérité vraie. Ils vont avec, passons à autre chose, puis essayons de continuer à faire en sorte que le conflit en Ukraine se termine et que Poutine fasse ce qu'il veut, un peu. Ouais, bah c'est malheureux hein, comme conclusion, mais c'est vrai que j'aurais pas d'autres effectivement à rajouter, hein, parce que c'est vrai que malheureusement, dans tous les cas, les pouvoirs d'action d'un point de vue juridique et ceux des Occidentaux sont limités. D'ailleurs, ça a lancé tout un débat, d'ailleurs, en tout cas, ces derniers événements, puis même plus généralement le contexte de la guerre en Ukraine, mais c'est la non-ratification de la Cour pénale internationale. Rappelons que les États-Unis et la Russie sont les deux principaux pays à avoir signé, mais pas ratifié la convention, le traité de la Haye, qui en gros instaure le tribunal pénal international et qui condamne en fait les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre. Et ben ça fait en gros que notre ami Vladimir, là vous voyez pas mais je mets des guillemets avec mes doigts là, mais notre ami Poutine, il est entre guillemets techniquement au jeu de la loi, il peut faire ce qu'il veut en fait. C'est pas compliqué. Il peut pas être traduit en fait en justice. La seule possibilité qu'il le soit, c'est que s'il est capturé en fait, il est présent dans un pays qui reconnaît l'autorité de la Cour pénale internationale. Donc la plupart des pays, par exemple d'Europe, le font, etc. Quand même, certains pays africains, notamment
ceux en fait qui ont ou qui ont eu en fait des dictateurs qui sont tombés auprès de la Cour pénale internationale, notamment la Côte d'Ivoire, je pense à eux, euh, pour Laurent Gbagbo en l'occurrence. Donc ce qui fait que aujourd'hui il y a ce débat-là qui se pose. Et j'ai retrouvé d'ailleurs au passant, pendant que tu parlais de JP, là, donc il s'agissait de Skripal pour l'agent russe, puis de Boris Nemtsov évidemment pour l'opposant politique qui s'était fait comme par hasard flinguer par deux Tchétchènes évidemment, évidemment comment dire, qui se trouvaient comme par hasard ici au même moment, au même endroit, etc. que Nemtsov évidemment qui ont été comme par hasard, il y a eu des critiques énormes sur l'investigation, etc. Puis des journalistes qui ont fait des contre-enquêtes, puis qui ont dit que non, il y a des troubles, etc. ou des éléments qui collent pas, etc. dans l'enquête. Donc, ça va être intéressant, évidemment, de suivre tout ça. Si j'ai peut-être un dernier point à rajouter, JP, puis je pense qu'après ça, on pourra passer au deuxième sujet, là, mais c'est la question, en fait, des fermes de trolls. On sait que là, vous allez me dire, mais de quoi tu parles, Gabriel? Les fermes de trolls, c'est le troisième business principal de notre ami Prigogine. Les fermes de trolls, en fait, c'est tout simplement les faux comptes Twitter que vous voyez sur la plupart, en tout cas sur la plupart du net. Dès que tu as des posts, effectivement, sur Internet, critiquant, par exemple, la guerre en Ukraine, par exemple, ce qui s'est passé récemment au Niger ou dans les États africains, notamment la Centrafrique, etc. Tu as tous ces espèces de faux vrais comptes, en fait, qui sont alimentés par des propagandistes, en fait, et sur lesquels Prigogine était rémunéré via Concorde et puis via Wagner. Donc, tout ça faisait en sorte qu'il y avait un espèce de conglomérat ultra puissant et qui fait qu'aujourd'hui, le groupe Wagner aujourd'hui n'a plus d'existence juridique, mais il y a toujours la question de savoir est-ce que l'État va s'approprier les fermes de trolls qui sont essentielles dans la communication à l'international, en tout cas de Poutine, surtout la communication d'influence politique, notamment qu'on a vu de plus en plus en Europe avec, comme tu l'as dit, la montée de partis, par exemple d'extrême droite nationalistes, comme par exemple en France, il y avait eu tout ce qui était lié, par exemple, au Rassemblement national ou au Front national avant. Donc ça pose beaucoup de questions, en fait. Hein. Il y a beaucoup encore de questions à savoir sur les activités africaines et de fermes de trolls de Prigogine qui vont se poser. Puis, comme tu l'as dit, sur le front en Europe, il semblerait que la plupart des unités vont être incorporées de force, en fait, dans l'armée, ou soit vont juste s'évader, en fait, donc vont devenir des espèces de... j'ai même plus le terme, là, le terme m'échappe, là, mais quand tu t'échappes de ton service militaire, là, c'est Les déserteurs. déserteur. Ben, merci JP. T'étais un déserteur, etc. Donc à suivre. J'ai hâte de voir ce qui va se passer parce que pour le coup, c'est vrai que c'est un sujet qui est extrêmement d'actualité. Puis on va continuer à vous donner de l'information, chers auditeurs. Exact. C'est sûr que des déserteurs, ex-prisonniers, mercenaires, c'est sûr que c'est pas nécessairement la crème de la société qui va Je suis se pas sûr. pavaner maintenant sans allégeance. Bref, Ouais, souhaitons. surtout souhait- qu'il est recruté des anciens taulards, des Exact. meurtriers chez Wagner. Hein, Non, donc, c'était de la crème. Hein. C'est des bons. Mais bref, on va effectivement suivre qu'est-ce qui se passe. Mais bon, je pense que malheureusement, le dossier est clos et on passe à la suite, toujours dans ce magnifique conflit. On passe également à la suite dans cet épisode avec le deuxième segment pour aujourd'hui, l'instant économie. Parfait. Donc, je me retourne vers un sujet initialement avait fait mes passions dans le temps que j'étais en échange étudiant à l'université et je parle des BRICS. J'avais fait un magnifique travail sur le concept des BRICS qui évolue beaucoup et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler. Il y a eu une réunion entre le 22 et le 24 à Johannesburg en Afrique du Sud là, des principaux pays du BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui est une forme d'alliance économique, n'a pas, tu sais, si je fais les bases, là, n'a pas réellement d'institutions, sauf si je me trompe pas, là, ils ont une banque de développement qu'ils ont mis en place. Là. Mais ce sont à l'époque, c'était des économies encore maintenant, là, qui avaient soit une possibilité de croissance là, qui était plus élevée. Il y en a, tu sais, la Chine, on s'entend, se porte plutôt bien, l'Inde se porte plutôt bien également. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans les dernières années depuis le lancement des BRICS. Mais maintenant, on se retrouve avec une cible en 2024 pour l'inclusion de 6 pays. C'est ce qui était en partie discuté lors du 15e sommet des BRICS. Et on vise à inclure l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie et l'Argentine
Donc, passer de 5 à 11 membres et également là, devenir, et c'est là où il y a quand même un certain intérêt à suivre, qu'est-ce que les BRICS Plus vont devenir à terme après 2024. Parce que c'est certain qu'en termes d'ambition, on parle maintenant d'un regroupement qui va couvrir 46% de la population mondiale et près du tiers du PIB. Là. Donc, ça devient quand même une alliance économique qui est notoire. Et c'est de voir un peu quelles sont les appréhensions des différents leaders qui en font partie pour transformer ces BRICS Plus peut-être en une force politique ou du moins un joueur majeur, peut-être opposant au G7 en partie. Donc, il y a quelques points. On sait que, bon, Xi Jinping a des intérêts très nets à créer ça comme étant une alliance économique forte face aux États-Unis et aux pays occidentaux. Donc, ça, c'est déjà un point assez clair. De l'autre côté, Poutine également a un intérêt politique de rendre ça un peu comparable au G7 et du moins, encore une fois, faire une nouvelle plaque tournante qui ne peut pas être niée par rapport à son opposition actuelle directement. En fait, c'est la Russie face au G7, la Chine a une position un peu hybride et il y a certains alliés qui sont également un peu hybrides, mais c'est certain que d'avoir non seulement la population globale, le PIB, d'avoir les capacités de finances, les capacités financières de l'Arabie Saoudite, de l'Émirat Arabe Uni. Ajouter également l'importance de l'échiquier pétrolier et de ressources naturelles avec l'arrivée de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. L'Iran, qui on sait, si on veut développer une alliance qui est outre économique, mais également un peu politique, un mauvais joueur un peu pour s'opposer aux États-Unis, on va dire les vraies affaires. Et sur une note plus positive, mais d'avoir l'Argentine, ça inclut à ce moment-là dans les BRICS+, les deux principales économies, les deux principaux pays même, en Amérique latine avec le Brésil et l'Argentine. Donc, il y a quand même un certain intérêt. L'Égypte, l'Éthiopie vient aussi rajouter une certaine forme de diversification au niveau des pays du continent africain, sachant que l'Afrique du Sud était déjà inclus. Donc, il y a une certaine représentativité des deux côtés du Sahara et même à la pointe avec l'Arabie Saoudite. Donc, il y a, l'Arabie Saoudite avec l'Afrique du Sud, pardon. Il y a certains points qui font du sens, mais c'est sûr que c'est de voir bon, quel est réellement l'intérêt. Sachant que les BRICS, moi, je le voyais toujours comme étant un concept de on est supposé des économies en fort développement ou à forte possibilité de croissance. Et là, on voit clairement avec les changements des dernières années que la Chine et le Brésil ont un fort intérêt. L'Inde veut également continuer de montrer avec Modi sa capacité d'être soit un espèce de pacificateur entre les différents partis ou bien juste de vraiment s'implémenter comme étant une puissance dans tous les sens du terme et qui peuvent réellement avoir un mot à dire considérable, tout comme la Chine peut l'avoir aux différentes tables présentement. Donc, cette évolution-là est passée de manière très minime, l'idéologie et la volonté d'inclure les nouveaux pays là, en 2024 reste à suivre, mais je pense que ce n'est pas à laisser de côté parce que peut-être que les BRICS vont enfin devenir quelque chose de plus significatif qu'une simple alliance économique avec une institution unique de banque de développement. Ouais, bah, c'est sûr que c'est. Tu l'as pas mal résumé, en fait. C'est que pour le moment, tu as une alliance économique, et c'est une alliance très économique à large. Hein, pardon pour l'anglicisme, mais c'est comme ça que je le vois, en fait. C'est que c'est une alliance pour le moment de fortune, en fait, entre des économies qui sont effectivement en croissance, etc., puis qui ont vécu une croissance très importante, en tout cas dans les 2 dernières décennies, notamment, bah, on le sait bien, la Chine est devenue la, la deuxième puissance économique mondiale, en fait, en termes de PIB, donc évidemment, c'est considérable, hein. Ça fait qu'aujourd'hui, la Chine a pris un impact important dans tout ce qu'on fait, en fait, dans l'économie mondiale, et elle a son mot à dire économiquement, etc., donc... Là, tu l'as dit, effectivement, cette alliance, moi, pourquoi je la vois comme une alliance de fortune, c'est que, effectivement, ces 5 pays-là, ils souhaitent effectivement, comment dire, à terme dépasser le G7. Et d'ailleurs, selon la plupart des forecasts qui sont, les courbes en fait, se sont déjà croisées il y a 2 ans, en fait, par rapport au G7, hein, parce qu'on compare souvent les BRICS au G7 au niveau économique et stratégique. Et ben c'est ça, c'est en 2000, je crois que c'était en 2021 qu'ils ont finalement se sont finalement croisés. Là, bon, le contexte est un peu différent évidemment à cause du Covid, on le répétera jamais assez. Mais aujourd'hui, en tout cas, la part du G7, à mon souvenir, c'est à peu près 30% du PIB mondial contre à peu près 35% selon les projections de 2024, je crois, qui seront attribuées aux BRICS, hein. Donc, c'est considérable. Euh, Pourquoi c'est je reviens évidemment sur mon sujet. Pourquoi c'est une alliance de fortune? Parce qu'il n'y a pas d'alliance politique en fait entre ces pays-là.
Tu l'as bien dit, alors l'Inde, effectivement, est vue comme un espèce de pacificateur. L'Inde est alliée économiquement de la Russie pour juste une chose, c'est que son pétrole, il l'achète à rabais. C'est comme si toi, t'avais deux magasins et t'en as un qui vend tes produits deux fois moins cher. Bah, malgré que ce soit, soit un con, etc., le propriétaire, bah, tu vas y aller quand même parce que t'as pas le choix pour soutenir ta croissance, t'as pas le choix effectivement d'aller là où l'offre est la moins chère, effectivement. Et puis dans un contexte où les hydrocarbures ont continué de monter, eh ben, c'est une sacrée aubaine en fait pour ces pays-là. La Chine, c'est pareil. La Chine, elle joue économiquement sur ce tableau-là, mais elle sait très bien que sa projection géostratégique, elle n'est pas sur l'Europe, pas du tout. Sa projection géostratégique, elle est sur l'Indo-Pacifique. On en a déjà fait pas mal d'épisodes, et en fait, en réalité, sa rivalité, c'est plus une rivalité de puissance, de projection géopolitique avec les États-Unis. Le but, elle, c'est tout simplement, en fait, c'est de faire du business avec les Américains, mais être capable, en fait, de faire des relations qui sont deal-deal, ou même, elle commence déjà à prendre le lead par rapport aux États-Unis. Alors que la Russie, c'est plus une force, on va dire, brute, etc., comme on l'a vu avec le conflit ukrainien. Le but, c'est vraiment d'essayer d'annihiler, en fait, l'Occident, qui est vu comme en perdition, etc., puis en fait, c'est ça, faire propager, si tu veux, le poutinisme au-delà des frontières de la Fédération de Russie. Donc, c'est pas du tout les mêmes intérêts stratégiques. Tu l'as bien dit aussi, le Brésil. Bon, le Brésil est un allié de circonstance parce qu'effectivement, la Russie et les pays d'Amérique du Sud, enfin, de plus les partis politiques de gauche en, en Amérique du Sud, ainsi que en Afrique du Sud, donc l'ANC, l'African National Congress, qui était le parti de Mandela, a traditionnellement été allié en fait au bloc de l'Est en fait. Donc c'est plus une alliance de circonstances, encore une fois, plus par une espèce de volonté effectivement de dire bon. Dans le cas de Lula, c'est plus de dire bon, faut un règlement à l'amiable. Oui, mais bon, t'es marrant. Le règlement à l'amiable, ça fait quasiment 1 an et demi qu'on le cherche et ça n'a pas marché, tu vois. Donc, économiquement, ces les puissances, en tout cas, les relations en fait, entre tous ces pays-là sont compliquées. Et je te dis pas le bouxon, pardon, que ça va être avec l'entrée, que tu l'as dit, de 3 acteurs dont les stratégies sont complètement différentes politiquement. Tu m'as mentionné 3 noms qui, pour moi, ne font aucun sens politiquement. L'Iran, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis. L'Iran et l'Arabie Saoudite se détestent. C'est pas compliqué, c'est 2 pays qui sont ennemis depuis en fait la révolution iranienne dans 73, 78, pardon, je me perds avec les dates. Depuis la révolution iranienne, se détestent. L'Iran veut être la puissance chiite, effectivement, dans la région, et l'Arabie Saoudite, elle, défend, évidemment, le modèle beaucoup plus, évidemment, comme tu le sais, sunnite. Ils sont même en guerre, en fait, parce que le conflit yéméni, par exemple, est vraiment une proxy war entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, ça va être un beau bordel de voir les relations, en tout cas les discussions entre Arabie Saoudite et Iran, et évidemment les Émirats qui sont alliés évidemment à l'Arabie Saoudite éternellement, quasiment, à contrario par exemple du Qatar, qui est pour le coup un peu plus pro-Iran à certains moments, parfois un peu plus pro-Arabie Saoudite, parfois un peu yallah, comme on dirait en arabe. Donc ça va être très intéressant de suivre effectivement l'évolution des BRICS, pour le coup. Mais je prédis pas non plus un grand avenir à l'union politique. On a parlé, peut-être que tu auras d'autres informations là-dessus, JP, là, mais il a été même évoqué des hypothèses de dédollarisation, etc. Ça me paraît pour le moment très saugrenu. Et puis, pour le moment, les autres pays ont dit oui, t'es bien gentil, Vladimir. Mais pour le moment, nous, notre business, effectivement, on aimerait qu'on ait moins la présence du dollar, que t'aies pas une omniprésence du dollar dans les échanges internationaux, mais qui est quand même une monnaie stable et pas comme l'euro. Alors peut-être que la solution de rechange, ça risque d'être probablement le yuan ou le renminbi, comme on l'appelle, qui pour le coup est la monnaie la plus intéressante parce que en termes de volumétrie, je crois que c'est la deuxième par rapport au US dollar, hein, mais au dollar américain, pardon. Par contre, il est sous-évalué. Donc ça va être une question de savoir comment on va se coordonner avec les banques centrales, etc. Bref, pour le moment, c'est beaucoup de blabla, selon mon opinion. Beaucoup de politique, etc. pour dire l'Occident est méchant, etc. Mais dans les faits, il n'y a pas grand-chose.
Je ne sais pas si tu as d'autres points à rajouter. Exact. Je pense qu'un des points, c'est exactement ça. C'est les BRICS étaient une certaine stabilité parce qu'il y avait un certain désintérêt pour les BRICS à un certain point, puis il n'y avait pas non plus une cohésion si grande entre ces pays-là. Maintenant, si on rajoute des pays membres, encore une fois, qui ne sont pas, encore une fois, même membre c'est pas tant une alliance, c'est un regroupement-ish. Fait que, il y a beaucoup de balises qui seraient à mettre avant de pouvoir réellement bâtir quelque chose de plus solide. Si c'est réellement juste un truc où ils s'assoient pendant une fois par année à discuter, ça mènera pas à grand-chose, mais je pense que ça va plus amener justement des débats et des conflits qu'autre chose. Donc, est-ce que ça peut réellement amener les BRICS à un autre niveau? Je ne crois pas de mon côté. La seule chose que je vois, c'est, sachant la puissance de la Chine, on en parlait avec le fameux épisode des Routes de la Soie, v'là quelques saisons. Je le vois peut-être juste comme un autre vecteur ou un autre domino pour que la Chine puisse continuer de mettre son emprise sur certains secteurs, sur certaines économies à ce moment-là qui ont des PIB et qui ont, encore une fois, je le disais, là, c'est pas 46% de la population mondiale, c'est quand même significatif. Oui, la Chine contribue énormément à ce chiffre-là, mais c'est sûr que ça reste le gros joueur dans cette alliance-là. Donc, c'est à noter. Moi, je n'y crois pas non plus sur les gains et je ne crois pas non plus sur le potentiel des BRICS Plus de devenir une alliance politique pertinente ou même quelque chose d'économique qui permettrait de bâtir davantage de business entre les pays membres parce que ça reste, encore une fois, il y a un contexte géographique qui n'est pas facile non plus. Les besoins ne sont pas pareils. Oui, il y a une bonne diversification des ressources et des expertises des différents pays. Par contre, on est loin d'être parfait, c'est pas du donnant-donnant. On est très loin et sans vouloir vanter, c'est pas le cas pas du tout, mais on n'est pas du tout dans le contexte, par exemple, des besoins et de la proximité géographique du Canada et des États-Unis, par exemple, qui va de soi être une alliance économique. Dans le contexte-ci, il y a des complexités, et tu l'as dit, il y a des volets régionaux qui sont très importants à noter au niveau politique, au niveau social, que clairement, ça ne peut pas fonctionner nécessairement facilement pour bâtir une alliance économique et peut-être politique stable. Bref, Ouais, ouais, ben c'est là où c'est assez rigolo, c'est que c'est à l'opposé du G7 sur la conflictualité. Dans le G7, très pardon, homogène, ouais. c'est dans le G7, c'est homogène politiquement, mais économiquement, il y a des divergences. On l'avait vu il y a quelques années, je sais pas si tu te souviens, quand ça avait été fait à la Malbaie. D'ailleurs, je partage une anecdote là. J'étais là une semaine en fait avant le fameux sommet. J'étais peut-être pas dans le meilleur des états parce que c'était les fêtes de comment dire de diplomation à l'époque quand j'ai eu mon j'ai eu mon bac là, donc licence pour nos écouteurs français. J'étais une semaine en fait avant le, le fameux sommet. Et tu te souviens comment ça avait fini? On a dit quasiment ça avait fini quasiment avec Trump qui voulait quitter le comment dire le le lieu de la réunion parce que c'était genre bah non, nous on est contre l'histoire avec le bois, etc. Le bois d'œuvre. Enfin, on sait que c'est un truc, ça fait depuis les années 70 qu'il y a ce conflit économique entre les États-Unis et le Canada. Maintenant, bah là, entre Biden et l'Union européenne, économiquement, ils sont pas contents parce que là, il y a eu le fameux l'Inflation Reduction Act qui va donner des dizaines de millions de milliards de dollars aux manufacturiers de voitures électriques aux États-Unis. Puis le marché européen va se faire bouffer par les Américains à cause de ça. Donc économiquement, il y a parfois des disparités, des conflictualités, mais c'est quand même plus homogène politiquement. Par exemple, il y a un consensus par rapport aux questions militaro-stratégiques, surtout depuis le conflit en Ukraine, ça semble être évident. Alors que pour le moment, bah, moi je trouve que ce BRICS, pour le moment, c'est économiquement, on veut détruire l'Occident, on veut prendre plus de place versus l'Occident, ce qui est cohérent. Mais politiquement, c'est des systèmes politiques complètement différents, etc. Puis des stratégies militaro-politiques, etc., économico-politico-économiques, qui sont complètement différentes. Pardon pour les acronymes. Puis voilà, maintenant je me tais, je me promets. Exact. Sujet intéressant encore une fois, tu le mentionnais en début d'épisode, là, surtout lorsqu'on parle d'économie et on met un peu d'opinion, le lisez là-dessus. Je pense que c'est un sujet, moi, qui me passionne, je veux dire, là, ça fait déjà plus de 6-7 ans là, que j'avais fait une étude approfondie de ça en échange d'étudiants sur le vieux continent, mais je pense que c'est très pertinent de suivre un peu où est-ce que ça va s'en aller. Encore une fois, des alliances de ce genre-là, ça se module, ça change et ça évolue dans le temps, donc c'est pas une finalité, bien évidemment, mais à suivre sur les BRICS+. C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Donc, merci Gab pour ta contribution comme à l'habitude. Merci tout le monde pour vos écoutes. Donc, vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur notre plateforme clé pour les commentaires, opinions, idées de sujets, etc. publics, là.
sur YouTube. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne en mettant également la cloche pour les notifications. Ceux qui veulent également faire des commentaires, mais sur une base plus privée, le Gab met toujours dans la zone commentaire, dans la zone description, pardon, l'adresse courriel du podcast. Donc, ça nous fait toujours plaisir de vous lire et de vous répondre dans les meilleurs délais. Et sinon, pour la majorité d'entre vous, vous nous écoutez sur les plateformes audio. Donc, vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Si vous avez apprécié le contenu, même chose, abonnez-vous à la chaîne, mettez des likes ou des étoiles. Si vous appréciez notre contenu, ça nous aide énormément pour le référencement numérique. Et pour ceux qui étaient bien contents qu'on ramène un instant économie, ce segment fort de l'époque, mais qui était un peu mis de côté, comme les dans vos poches, effectivement, partagez le contenu à vos amis, à vos collègues, à vos proches qui sont également intéressés par l'économie. On va tâcher, bien évidemment, de faire des sujets dans cette trame-là, dans ce format-là à l'avenir, et de essayer d'amener un peu de diversification parce qu'on était très place au débat et au son de la cloche dans les derniers épisodes des dernières saisons. Donc, soyez à l'écoute. D'ici à la semaine prochaine, je vous souhaite et je te souhaite, Gab, une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. Salut.